Bonjour frères et sœurs de partout dans le monde, où que vous soyez. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler pour la première fois, depuis le début de cette histoire. Je ne peux commencer autrement qu'en disant « Je suis innocent ». Je n'ai pas fui la justice, mais j'ai fui l'injustice. Avant de commencer, je tenais à remercier ma femme pour le courage qu'elle manifeste en ce temps d'adversité. Ma femme, je suis au courant de tout ce qu'on te fait subir à cause de moi. Toutes ces humiliations qu'on ne peut plus me faire subir maintenant sont dirigées contre toi. Ces perquisitions, arrestations arbitraires, ces descentes policières durant le moment des cultes et à la maison, j'aurais tant aimé pouvoir te les épargner. Mais malheureusement, la seule chose que je peux t'offrir en ce moment, c'est ma gratitude. Merci aussi à mon Église, à tous les membres du ministère Paul Mukendi et à toutes les personnes qui m'ont manifesté l'amour et des gestes amicaux depuis 4 ans. Cette vague d'amour et de soutien est ce qui me permet de tenir et qui montre encore qu'il y a des hommes et des femmes intègres, des gens capables de se tenir debout pour la vérité et pour la justice. En parlant, mon but n'est pas de salir la justice, ni de faire un affront contre la justice. Ce n'est pas un défi contre la justice, loin de là. Je refuse tout simplement de laisser ma vie à la merci d'un groupe d'individus influents, déterminés à détruire ma vie et tout ce que j'ai construit. Ils sont influents à tel point d'avoir dans leur poche des personnes clés d'un système résolu à rayer mon nom de la surface de la terre. Je refuserai toujours que ma vie soit ballottée au gré du vent des décideurs au mauvais cœur. Sachez que je ne le laisserai pas faire, soyez-en sûrs. Cela fait 4 ans que je suis dans une prison à ciel ouvert. Je dis bien 4 ans. Et 4 ans de persécution, de souffrance, d'humiliation, où je ne me suis jamais soustrait à la justice. J'ai été là, je n'ai jamais fui, je ne me suis jamais soustrait pendant tous ces 4 années. J'ai collaboré à chaque étape du long et pénible processus judiciaire. Puisque je suis innocent, je n'ai jamais craint d'affronter la justice. J'avais confiance, étant donné qu'il s'agissait de fausses accusations avec des dossiers vides, sans l'ombre d'une preuve. Face à la persécution, j'ai tenu bon. Je croyais à tort que la justice et la raison allaient au bout du compte triompher. Voilà pourquoi je me suis battu sans fléchir. Si j'étais coupable, si je me savais coupable, je n'allais pas dépenser inutilement autant d'argent ni d'énergie. J'ai toujours tenu la justice canadienne en haute estime. Voilà pourquoi j'ai du mal à comprendre ce que j'ai subi jusqu'à maintenant. Jamais dans mon existence, je n'aurais pensé vivre autant de persécutions. Le scénario digne d'un film d'Hollywood mis en place pour détruire ma vie était truffé dès le départ d'erreurs monumentales. On m'accuse d'avoir agressé une fille en 2001 alors que j'ai mis les pieds à Québec en 2003. Allez-y comprendre. On dit que c'est une fille qui était âgée de 14 ans. J'ai jamais connu cette fille lorsqu'elle était âgée de 14 ans. Jamais. Ni 13 ans. 2001, je n'étais pas au Canada, je vivais en Afrique. 2002, je n'étais pas à Québec. Je suis arrivé à Québec en 2003. Je ne sais pas si les viols par télépathie existent, mais c'est ce dont j'ai été accusé et déclaré coupable hors de tout doute raisonnable. Incroyable, mais vrai. Je peux aisément imaginer qu'un individu mente, mais que les juges ne fassent pas retentir la sonnette d'alarme de ce comédie
et que pire, il justifie la fausse victime en expliquant que ces nombreuses contradictions relevées à la cour sont dues à des effets de médicaments qu'elle aurait consommés. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Abracadabra. Incroyable, incompréhensible. Je comprends difficilement que les incohérences du témoignage de la fausse victime aient été excusées par le tribunal sous prétexte qu'elle était sous médication. Ainsi donc, on peut condamner aussi facilement une personne à une lourde peine de 8 ans d'emprisonnement. Je dis bien 8 ans d'emprisonnement. Ce n'est pas 8 jours, ce n'est pas 8 semaines, mais c'est 8 ans d'emprisonnement sur base d'un témoin qui est sous l'effet de la drogue. J'ai un alibi qui est infalsifiable. Un alibi infalsifiable. Que mon avocat, Maître Dominique Bertrand, a fait valoir devant la cour, mais que les jurés et les juges ont balayé du revers de la main. Ai-je été condamné parce que le jury était composé exclusivement des Blancs, issus d'une descendance qui est ce qui est étranger et religieux? La question se pose. La question se pose. Et je dirais encore une fois en ce jour qu'il faut, quand vous regardez cette histoire, vous vous dites, waouh, où suis-je? Est-ce que ça s'est passé au Canada? Ça s'est passé au Québec? Vous pourriez vous croire peut-être que ça s'est passé en Afghanistan ou ça s'est passé en Corée du Nord. Mais j'ai vécu toutes ces choses au Québec. Ce déni de justice n'est pas surprenant. La décision des jurés n'est pas non plus étonnante. Si l'on regarde la campagne de salissage médiatique dont j'ai fait l'objet avant même le début du procès, les jurés ont eu accès à cette couverture médiatique et cette campagne de désinformation. La stratégie était de me détruire avant tout dans l'opinion publique. C'était ça la stratégie. Il faut d'abord me détruire, c'était la guerre de l'opinion publique. Il fallait me détruire dans l'opinion publique. Il fallait que je sois perçu comme un monstre, un manipulateur narcissique, un homophobe et de surcroît un misogyne. La journée où on m'a arrêté et lorsque je fus libéré, tout ce qui passait à la télévision comme message, c'était mes prédications que j'ai données à l'église sur l'homosexualité. Alors, je me pose la question, quel était le message qui était derrière? Et si je suis à l'église, moi je suis un homme d'église, je suis un pasteur, je ne m'en vais pas à l'église pour aller lire un livre de Machiavel ou de Darwin ou parler, je ne sais pas, de Barack Obama. Lorsque je suis à l'église, je prêche ce qui est écrit dans la Bible. C'est ce que je prêche aux enfants de Dieu. Et une fois, j'ai lu le livre d'Éphésiens. Là, on parle que le mari est le chef de la femme. Et le lendemain matin, allez, TVA a récupéré, les journaux ont récupéré que non, l'apôtre de la ville de Québec a dit que les hommes étaient supérieurs aux femmes. Et tout ça, c'était pour me présenter comme un misogyne. Et pourtant, ce n'était pas vrai. J'avais même fait une mise en demeure à TVA. Et lorsque les membres de l'église arrivaient, parce qu'il y avait des journalistes qui attendaient là devant les portes de l'église, et l'un d'eux a reconnu, l'un des journalistes de TVA, il s'est approché et dit, mais pourquoi vous faites ça? Vous savez que ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Vous êtes en train de déformer ses paroles. La réponse était que, on le sait, mais on nous a dit de couvrir ça comme ça. Allez-y comprendre. La table était mise pour une lourde peine de prison et que l'opinion publique l'accepte d'emblée. C'était une guerre médiatique. Les médias s'en sont donnés à cœur joie, relayant sans scrupule des faussetés à mon sujet, sans que je ne sois en mesure de me défendre, étant donné que j'avais une ordonnance m'interdisant de parler sur l'administration de la justice, ni sur l'affaire qui était devant les tribunaux. Je ne pouvais pas parler, j'étais muselé, je ne pouvais pas intervenir, pas du tout, parce que j'avais une ordonnance de la cour qui m'interdisait de parler et de m'expliquer, ni de faire un commentaire sur ce qui se passait ou même sur l'administration de la justice. Le parti pris des journalistes se voyait à l'œil nu. Quand c'était le tour des témoins de la poursuite, ils étaient tous attroupés à la cour pour apporter le pseudo-fait. Quand c'était à mon tour, lorsque mes avocats
pouvait parler, la salle de course se vidait des journalistes. Quel intérêt avait-il à écouter ceux qui plaidaient à ma faveur? Pas d'intérêt. Tout ce qui les intéressait était de me dépeindre au travers une lorgnette déformée par le mensonge pour alimenter l'opinion publique défavorable envers moi et ainsi mieux influencer les jurés. C'est dans ces circonstances que je me suis retrouvé muselé, incapable de me défendre face à une machine infernale, déterminée à tuer toute once de sympathie des Québécois à mon égard. Aucun média jusqu'à maintenant n'a documenté mon cas avec objectivité. Aucun média, ni rapporté les faits comme l'exige la déontologie journalistique. Aucun, personne ne l'a fait. Ça n'intéresse personne. Il faut qu'il soit déclaré coupable. Il doit faire ses 8 ans de prison. C'est tout ce qui les intéresse. Dès qu'il s'agissait de moi, tous les coups, toutes les bassesses étaient permis. Le mot d'ordre avait été donné. Détruire Paul Mukendi par n'importe quel moyen. C'était ça le mot d'ordre. Cet acharnement médiatique ne m'a pas ébranlé. Il ne faisait aucun doute que j'étais condamné dans le procès populaire où les médias étaient à la fois juges et partis. Cependant, je pensais qu'un tribunal canadien, devant un tribunal canadien, les affirmations gratuites dont j'étais victime n'avaient pas de place. Je pensais que là où les médias et les enquêteurs de la police ont failli, la justice et la raison allaient faire correctement son travail. Mais je me trompais royalement. Alors, royalement. Mes avocats du cabinet Guy Bertrand, principalement Maître Dominique Bertrand, ils ont répété plusieurs fois, je suis victime d'un déni de justice. Ils ont relevé 18 contradictions majeures. Je dis bien 18 contradictions majeures. Pas des contradictions à chercher ou bien minimes. Non, majeures. Dans les témoignages de la fausse victime. Et une seule seulement contradiction aurait pu suffire à mon acquittement. Même en amont, si l'enquête policière n'avait pas été bâclée, aucune accusation n'aurait été portée contre moi et il n'y aurait jamais eu de procès. La bataille n'est pas encore terminée. Dieu ne ment jamais. La victoire est certaine. On peut tout falsifier, mais la vérité triomphe toujours. J'ai dit et je vous remercie.